Bonjour et bienvenue à Nouakchott en Mauritanie. Notre invité aujourd'hui est le président de Mauritanie, Monsieur Mohamed Ould Abdelaziz. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous recevoir ici à Nouakchott, où se tient le sommet de l'Union africaine. Je vais commencer par une des questions importantes de ce sommet, la sécurité, le G5 Sahel. Il y a eu un attentat assez spectaculaire et hélas dramatique contre le quartier général du G5 Sahel à Sévaré, au Mali. Quelle est votre réaction sur cet attentat et sur le symbole de cet attentat? C'est effectivement ce qui s'est passé est regrettable, d'autant plus qu'il touche le cœur de notre système de sécurité, l'état-major du G5 Sahel, installé au centre du Mali. C'est regrettable, c'est un message envoyé par les terroristes en ce moment précis, au moment où nous nous organisons pour essayer de stabiliser notre région, le Sahel, le Grand Sahel. Et nous l'avons reçu effectivement très mal. Il y a eu des négligences, sans doute. On sait que ce quartier général est mal protégé. Certainement des négligences, sinon, parce que c'est vraiment le cœur de notre système de défense, c'est le cœur de notre système de lutte contre le terrorisme. Donc, s'il a été attaqué, c'est qu'il y a pas une seule faille, mais énormément de failles que nous devons de corriger au plus tôt si nous devons et si nous voulons continuer à stabiliser et sécuriser notre région du Sahel. Parce que le G5 Sahel, c'est quelque chose que la France a poussé. On voit bien que les opérations sont assez limitées. Le financement, notamment pour l'avenir, n'est pas du tout assuré. Est-ce qu'il y a quand même un risque d'échec du G5 Sahel? Tout le monde dit oui, c'est bien, mais les choses avancent très lentement. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le G5, c'est le Sahel. La France, effectivement, nous aide, la France nous assiste, la France nous aide sur ce plan, mais le G5, c'est avant tout le Sahel, ce sont les 5 pays du Sahel, c'est l'initiative des États du Sahel, initiative souveraine des États du Sahel, qui partagent et qui vivent énormément de problèmes entre eux, qui ne sont pas seulement des sécurités, mais la sécheresse, la pauvreté, le chômage, l'immigration clandestine, le trafic de drogue. Donc ce sont ces faits malheureux que nous vivons, qui nous ont poussés à nous unir, à essayer de mutualiser nos moyens. Est-ce que vous ne craignez pas pour le financement? On sait qu'il est assuré pour cette année, il n'y a aucune garantie pour la suite. Est-ce que vous lancez un appel pour que Nous craignons pour ce financement et nous ne comprenons d'ailleurs pourquoi pas, nous ne comprenons pas. Nous luttons contre un phénomène qui ne nous concerne pas, qui ne concerne pas seulement les États du Sahel, mais qui, au-delà, touche pratiquement toute la planète, au-delà du Sahel, touche toute l'Afrique, et pourrait toucher, et touche d'ailleurs présentement beaucoup de pays européens, que ce soit sous forme d'attentats, que ce soit sous forme d'immigration clandestine. Donc, nous ne sommes pas du tout satisfaits d'abord de la compréhension et de l'aide que nous recevons. Et nous pensons aussi qu'au niveau des Nations Unies, les portes nous sont fermées. Nous avons une mission très importante au Mali. Vous voudriez que les Nations Unies financent le G5 Nous avons la Sahel. force, par exemple, des Nations Unies, qui regroupe pratiquement plus de 13 000 hommes et qui coûte à la communauté internationale, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, quelque chose comme $1 milliard annuellement, et sans résultat. Et nous avons souvent posé ce problème. Nous, les États du Sahel, les 5 États du Sahel, créé cette force, mais nous manquons de moyens. Nous manquons même de reconnaissance à l'échelon international, parce que on nous refuse ce chapitre 7 qui va nous permettre d'exister de manière pérenne, ou quand même pendant une certaine période, pour traiter efficacement ce phénomène qu'est le terrorisme, le trafic de drogue et l'immigration clandestine. Alors justement, je vais aller parler de la migration. C'est un gros sujet en Europe. Il y a eu un sommet de l'Union européenne qui a pris certaines décisions. On a parlé de créer des plateformes régionales de débarquement dans d'autres pays, en Afrique du Nord. Beaucoup de pays ont dit non, les pays du Maghreb. Est-ce que vous seriez prêt à accueillir ce genre de centre? Oui ou non? Nous qui, l'Afrique? La Mauritanie, votre pays. Le problème n'est pas encore posé, mais je pense que Non, mais le Maroc et la Tunisie ont dit non. Nous pensons qu'on est en train de faire fausse route. Il faut qu'on essaie de traiter le problème en amont, avant que les gens n'aillent mourir en Méditerranée.
Mais là l'Europe semble se fermer. Les interventions de la Libye ont coûté et coûtent plus cher que les aides accordées à certains pays africains, qui sont pratiquement parfois dans le désarroi. Je ne dis pas que la responsabilité de la misère de l'Afrique incombe à l'Europe, mais il y a quand même une entraide, il y a... mais est-ce que ça vous choque que l'Europe se ferme et surtout qu'elle dise les immigrés qui viennent d'Afrique doivent rester en Libye? On sait qu'il y a eu de l'esclavage, il y a eu des scandales sur leurs conditions de détention, ça ne vous choque pas? Écoutez, ces problèmes d'esclavage, est-ce qu'elles sont avérées d'abord? Vous en doutez? J'en doute, mais vous savez, les gens se retrouvent dans une situation extrêmement difficile. Et les conditions sont épouvantables pour les migrants en Libye, effectivement, mais ce n'est pas la responsabilité des Libyens. Mais est-ce que ce n'est pas la responsabilité des Occidentaux de les laisser dans ce pays où ils sont maltraités? Mais qui a détruit la Libye? Qui a détruit la Libye? La Libye était un État, peut-être avec un système atypique qui ne convenait pas, mais en tout cas qui marchait et pendant cette période, il n'y avait pas d'immigration clandestine et il n'y avait pas d'attentat en France. Donc tout vient de là. Donc tout vient de là. On a détruit un pays, on a mis à sac complètement un pays. Et on a libéralisé le terrorisme, on a libéralisé tout ce qui pouvait être de mauvais pour la Libye, ça a été fait. Et on s'est retrouvé dans une situation dramatique. Et les conséquences sont là, aussi bien pour les Libyens que pour tous les bassins méditerranéens. Quand les Occidentaux, notamment, veulent qu'il y ait des élections avant la fin de l'année, le 10 décembre, vous dites on va beaucoup trop vite? Je ne le dis pas seulement, mais je pense que c'est... organiser des élections alors qu'il y a eu des élections de par le passé en Libye, mais qui n'ont donné aucun résultat. Un système politique sans moyens pour les sécuriser, dans un environnement hostile, qui regorge de groupes armés terroristes et qui ne sont pas contrôlés, je crois que faire des élections me paraît utopique. Ça, c'est ma position. Au moins, c'est clair. Oui. Je veux en venir aussi à une des questions de ce sommet, qui est une question qui est là depuis des années, assez rapidement si vous le voulez, la question du Front Polisario, du Sahara occidental. C'est totalement bloqué, c'est un vieux conflit qui semble sans issue. Est-ce que vous vous dites, on ne va jamais y arriver? Non, je ne le dirai jamais. Mais vous le pensez peut-être? Je ne le pense pas. C'est un processus qui doit aboutir dans un sens ou dans l'autre. Les négociations sont en cours. Il y a une situation que nous vivons effectivement. Et je vois le côté dramatique. C'est ce côté que je vois, le côté dramatique que vit le peuple sahraoui. C'est ce côté que je vois. Et nous devons tous, et de tous côtés, et de toutes parts, trouver et aboutir à une solution qui va sortir d'abord notre région, qui va sortir les Sahraouis de cette situation et qui va sortir notre région de cette situation, dans un sens ou dans l'autre. Mais il faudrait qu'il y ait une entente entre les différentes parties. Bientôt. Qu'il y ait une différente... Oui, le plus tôt possible, ça sera le mieux. Je veux en venir à la Mauritanie. Il y a eu plusieurs cas qui ont été mis en exergue par des groupes de défense des droits de l'homme, celui d'un blogueur notamment, Mohamed Ould Cheikh Khietir, qui a normalement été libéré suite à un verdict en appel en 2017. Et ces organisations se demandent où cette personne est. Est-ce que vous pouvez nous dire où il est, s'il est libre, oui ou non? Cette personne est là en Mauritanie. Et elle est devenue blogueur quand elle a commencé à se comporter de manière qui ne sied pas à un musulman et en Mauritanie, un musulman pratiquant en Mauritanie. C'est en ce moment qu'on parle de lui en tant que blogueur. Mais est-ce qu'il est libre aujourd'hui? Il est libre partiellement. Il est libre partiellement, c'est-à-dire que du côté de la justice, il est libre. Mais pour des raisons de sécurité, de stabilité, il est dans une situation, il est en résidence surveillée. Une autre personne dont on a parlé, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, a affirmé que l'ex-sénateur Mohamed Ould Rada devait être libéré immédiatement parce que les conditions de son procès, de sa détention n'avaient pas été respectées. Est-ce que vous allez obéir à cette injonction du groupe de travail de l'ONU en le libérant, ou est-ce que vous estimez qu'il fait fausse route? Je vous dis d'emblée que nous n'allons pas aller dans ce sens. Pourquoi? Pour des raisons qui sont propres à notre pays. Nous sommes un État souverain.
Et ce ne sont pas des gens qui sont à 4 ou 5 000 km² et qui ne savent pas ce qui s'est passé réellement et qui ne savent pas ce qui se passe dans notre pays, qui vont nous donner des instructions ou pour aller dans un sens ou dans un autre. Il est détenu parce qu'il est en contradiction avec la justice mauritanienne. Et c'est à la justice mauritanienne de les libérer, de les juger ou de les garder. Mais c'est un problème pour l'image de votre pays quand même. Mais ce n'est pas une question d'image. Nous avons une justice qui s'occupe du problème. Et c'est à cette justice de s'occuper de ce problème. Et c'est à cette justice de dire s'il doit être libéré ou pas. D'accord. Ce n'est pas aux autres de le dire à notre place. D'accord. Dernière question, monsieur. Qui d'ailleurs, par ailleurs, n'ont pas toutes les données du problème. Dernière question, monsieur le Président. C'est une question qui se pose à vous, mais qui se pose à plusieurs dirigeants sur le continent. Le 3e mandat, vous avez dit que vous n'alliez pas vous représenter pour un 3e mandat en 2019. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Quelles que soient les circonstances, vous ne vous représenterez pas pour un 3e mandat. C'est dans la Constitution et vous vous y engagez. Je l'ai dit. Et je le dis, et je le répète aujourd'hui encore, au grand malheur de certains. De certains, je parle bien de certains de l'opposition qui voulaient s'en servir comme niage, mais qui malheureusement pour eux a été balayé pas par le vent qui vient de l'Occident, mais par ma conviction du fait que je ne dois pas me représenter, je dois respecter ma Constitution et la Constitution de mon pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre temps. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur France 24. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.